Madame, salut, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Afrique Soir de ce soir, justement, qui commence à 20h moins, mais en principe, demain, nous serons au rendez-vous de 19h. Et ce soir, vous le savez très bien, comme annoncé en journée, nous allons parler de la guerre, les causes et les solutions au phénomène de la guerre en Afrique. Vous savez, l'Afrique a été meurtrie depuis la traite négrière, depuis le commerce transatlantique et la traite négrière. Aujourd'hui, avec les pénétrations de l'impérialisme, de la colonisation, la guerre s'est installée et la guerre a fait rage en Afrique. D'ailleurs, ce que nous allons vous proposer à l'issue du débat de cette émission d'Afrique Soir, ce sera justement après Afrique Soir de revoir un peu le phénomène du génocide rwandais et les causes qui ont conduit et comment éviter de telles choses sur le continent africain, parce que la plupart disent plus jamais ça. Et la motivation de la thématique relative à la guerre de ce soir, c'est en fonction du message lancé par le pape Léon XIV hier sur la fenêtre du balcon de la place Saint-Pierre au Vatican, qui a dit plus jamais la guerre. Mais alors, quand il dit plus jamais la guerre, où se trouve la véritable interrogation ou la véritable problématique? La véritable interrogation, la véritable problématique se trouve auprès de ceux-là qui sont les industriels de la guerre, ceux qui fabriquent la guerre, ceux qui pensent la guerre. Et finalement, ceux à qui la guerre profite en permanence, c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas lâcher l'industrie de la guerre, c'est-à-dire les profiteurs de la guerre. Il s'agit donc de la guerre, de comprendre quelles sont les causes des guerres en Afrique et quelles peuvent être les solutions, surtout quand cette année, c'est une année pratiquement électorale partout en Afrique. Et l'on sait qu'en réalité, la plupart des grandes oppositions sont arrivées dans la gestion ou la dispute du pouvoir ou la conquête du pouvoir. On le sait, ce qui s'est passé au Rwanda avec Juvenile Habyarimana et cette confrontation entre les Hutus et les Tutsis. Aujourd'hui, plus jamais cela, c'est ce que clame le pape Léon XIV de son balcon du Vatican. Et cela interroge les Africains, cela nous amène à justement à camper cela en débat. On va retrouver nos invités tout à l'heure, c'est le début d'Afrique Soir. Je vous laisse d'abord avec le flash d'information ce jour, qui en réalité va chercher dans ce qui va se tramer, ou alors ce qui va se discuter au sommet du monde, entre Ukrainiens et Russes qui sont en quête de la paix ou d'une issue favorable sur cette guerre qui a véritablement mis long en Ukraine et qui a touché la plupart des tissus dans le monde, c'est-à-dire les tissus économiques, tissus industriels. Aujourd'hui, tout le monde est d'avis que cela doit s'arrêter. Vladimir Poutine est d'avis, Volodymyr Zelensky est d'avis, mais en réalité, il se pose les conditions pour pouvoir arrêter cela. Au sommet du monde pour ce flash-là, et la plupart des informations, par exemple en Côte d'Ivoire, M. Thiam qui lâche justement la présidence du parti, le PDCI, il dit qu'il n'est plus là, car en réalité, il y a un acharnement judiciaire contre lui. On prend donc ce flash avec Nadège Gono. On se retrouve tout à l'heure pour le débat sur Afrique Soir. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash d'information sur GMS Afrique. Ouvrons ce bulletin d'information par une messe d'action de grâce dans la paroisse Marie-Mère de Dieu de Kolbek. Archidiocèse de Yaoundé, 20 ans d'ordination presbytérale et 50 ans de vie sur terre, ça se célèbre. La paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Kolbek a connu une effervescence inédite le samedi 10 mai 2025. L'abbé Luc de Lux Bikola Yemi célébrait avec faste ce double événement par une messe d'action de grâce. Fidèles de la paroisse, membres de la famille, amis, représentants traditionnels, autorités religieuses, promotion de la grâce et promotion étaient au rendez-vous.
En bonne place, le vicaire de l'archidiocèse de Yaoundé, le chancelier et l'éminent professeur Messina, l'une des têtes représentatives de la communauté catholique au Cameroun et en Afrique, a reconnu à l'heureux élu du jour un homme de joie, un homme de paix, un prêtre rassembleur, un véritable serviteur de Dieu. Je vous propose une ambiance d'action de grâce au cours de cette Eucharistique. Nous y reviendrons sur cet événement. Danger dans l'approvisionnement des vaccins vétérinaires dans la région, un laboratoire irrelatif ravagé. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, s'est entretenu ce 11 mai 2025 à Lanavec, à Garoua, pour constater les dégâts causés par l'incendie du 5 avril dernier. Ce sinistre a paralysé la production de vaccins menaçant la santé animale dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Le laboratoire vétérinaire Lanavec de Garoua a connu un violent incendie ravageant une partie des installations. Face à cette situation, le directeur général de l'ANAVEC, Dr Abel Wad, déclare que cet incident met en péril l'approvisionnement du Cameroun en vaccins vétérinaires, mais également une dizaine de pays partenaires, en majorité issus de la sous-région de l'Afrique centrale. L'arrêt d'activité a également mis temporairement au chômage plus de 170 employés du laboratoire. Face à l'urgence, Dr Wad a lancé un appel pressant aux représentants du gouvernement. Il a sollicité une intervention rapide du chef de l'État pour la reconstruction ou le remplacement de l'unité sinistrée. Un plaidoyer rayé par Paul Atangandi qui s'est voulu rassurant en affirmant que les plus hautes autorités sont à l'écoute et conscientes de l'importance stratégique de l'ANAVEC dans la souveraineté sanitaire du pays et de la sous-région. Mounouna Fosso, en visite de travail officielle dans la prison centrale de Ngaoundéré. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a rendu une visite officielle de travail dans la région de la Damawa hier dans la prison centrale de Ngaoundéré.
À cet effet, des dons et des cadeaux ont été remis aux prisonniers, réaffirmant l'engagement du gouvernement envers les efforts de réinsertion, soulignant que malgré leur état, les bénéficiaires ont encore un avenir promoteur devant eux. La prison centrale de Ngaoundéré est l'une des prisons relativement pleines au Cameroun. Monona Fosso a été accueilli par le régisseur de la prison, Charles-Lucien Sema. Le ministre de la Jeunesse était accompagné du gouverneur de la région de la Damawa. Le choix de la prison de Ngaoundéré est la preuve que la jeunesse bénéficie de l'accompagnement du gouvernement, selon le régisseur de cette prison. Plus de 500 détenus ont été mobilisés dans le cadre de réarmement entrepreneurial avec des kits de couture, menuiserie, agriculture pour le processus de réinsertion. Le membre du gouvernement a remis à la fin une enveloppe symbolique de 500 000 francs au régisseur de la prison centrale de Ngaoundéré, un drapeau et un tableau des emblèmes. Parlons de toute autre chose dans ce flash d'information à l'étranger. Au Gabon, Sylvia Bongo et Noureddine libérés de leur prison. L'ex-première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddine ont quitté la prison dans laquelle ils étaient détenus depuis 19 mois. Ils ne sont pas libres pour autant, mais assignés à résidence. Ils ont été conduits à la résidence familiale de la Sabière dans le nord de Libreville. Ils ont rejoint l'ancien président Ali Bongo, renversé fin août 2023. Sylvia et Noureddine restent toujours poursuivis, entre autres, pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. Côte d'Ivoire, l'opposant Tidiane Thiam renonce à la présidence de son parti. Le président du Parti démocrate de l'opposition PDCI, Tidiane Thiam, refute la présidence de son parti suite au harcèlement judiciaire dont il fait l'objet. Annonce faite hier dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Déjà, une militante du PDCI met en cause la fiabilité de son élection à la tête du parti subvenu en décembre 2023. Toutefois, son parti a tenu un bureau politique ce jour à Abidjan pour désigner officiellement un président par intérim. Tidiane Thiam renonce à la présidence de son parti. L'opposant déclare être l'objet d'un harcèlement judiciaire répété et injustifié. Cette décision intervient alors qu'un procès est en cours dans lequel sa légitimité et la tête du PDCI est remise en cause par Valérie Yapo, cadre du PDCI, estimant qu'il n'était plus ivoirien au moment du congrès extraordinaire de décembre 2023. S'appuyant sur le code 48 du code de nationalité ivoirienne dès lors qu'on acquiert une autre nationalité. Également, le même code était l'objet de radiation de la liste électorale. Il y a quelques semaines, cette décision intervient alors qu'un procès est en cours contre lui et que son délibéré n'a pas encore été prononcé. En renonçant donc à la présidence du parti, la procédure de Valérie Yapo deviendra donc sans objet puisqu'il renonce à son mandat. Le juge n'a plus de raison de le déclarer illégal. En Russie, rencontre au sommet entre Kiev et Moscou en Turquie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce qu'il sera en Turquie jeudi prochain pour les négociations directes avec Moscou. Sauf que jusqu'ici, son homologue russe n'a toujours pas confirmé s'il se rendra sur place ou non. C'est pourtant lui, Poutine, qui avait proposé ces négociations sans condition préalable pour un cessez-le-feu réclamé par Kiev et ses alliés européens qui se sont réunis aujourd'hui à Londres négociant une trêve avant les négociations. Enfin, en sport, prix Marc-Vivien Fouet, vainqueur 2025 connu. Le Marocain Achraf Hakimi est le vainqueur du prix
Marc Vivien Fouet 2025 qui récompense le meilleur footballeur africain de la saison et de ces mêmes championnats Ligue 1. Un prix RFI et France 24. C'est la première fois qu'un joueur du PSG décroche ce trophée. C'est un panel d'une centaine de journalistes et consultants qui l'ont tranché. Ce prix vient donc couronner la progression du joueur marocain de 26 ans et sa mentalité. Précisons que le joueur Akraf Hakimi devient le 4e joueur marocain à remporter ce trophée. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse accompagner d'Afrique Soir qui se poursuit.
Madame, salut monsieur, bonsoir, bienvenue donc à l'ouverture du débat Afrique soir de ce soir. Je le disais tantôt, le pape Léon XIV a clamé sur la fenêtre du balcon du Vatican, c'est-à-dire à la place Saint-Pierre. Hier, c'était dimanche, c'était sa première sortie sur cette place Saint-Pierre et sur ce balcon, un dimanche après son élection. Plus jamais de guerre dans le monde. Ça a résonné comme un écho en faveur justement de la cessation des foyers de guerre qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et cela arrive d'ailleurs à un moment où l'Ukraine et la Russie sont en négociation en tête-à-tête. Je crois que c'est en Turquie que ça va se dérouler jeudi prochain. Mais c'est vrai aussi que Vladimir Poutine n'a pas encore signalé sa présence. Quant à Volodymyr Zelensky, il a dit être présent pour ces négociations et être désormais favorable pour l'arrêt de la guerre ou la cessation de la guerre en Ukraine. Mais en principe, ce n'est pas de ce côté qu'on va beaucoup regarder. On va regarder du côté de l'Afrique ce qui a meurtri l'Afrique ces 100 dernières années, les guerres. Et ça, c'est des choses qui ont été constatées. Et le pic de ces guerres-là, ça a été le génocide rwandais. Je venais de parcourir encore tout à l'heure. Et à la fin de cette émission, on va vous proposer en principe les reliques de ce génocide. On a titré cela « Plus jamais cela ». Que jamais cela ne se passe sous le sol africain. Près de 800 morts, 1000 morts autant pour moi, 800 000 morts pour ce génocide. Certains parlent d'1 million de morts. On va donc examiner dans une année cruciale comme 2025, qui est une année électorale, ce qui cause les guerres en Afrique. Car on sait justement que la plupart des guerres qu'on a eues ici, c'est des guerres de dispute de pouvoir, de conquête de pouvoir, de conservation de pouvoir et bien d'autres choses. Alors, on entre dans le vif du débat. Je vais à Douala pour se dire bonsoir au président Daniel Yangoizon. Président, bonsoir. Vous êtes de la société civile, vous êtes d'un syndicat. Bonsoir. Est-ce que le président Yangoizon est avec nous? Oui, bonsoir, bienvenue. Je suis là. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va rapidement à Paris pour dire aussi bonsoir à Calvin Duhari. Calvin Duhari, bonsoir. Calvin Duhari, bonsoir. Alors, des problèmes de réseau, pratiquement, Calvin va nous retrouver. Je rappelle aussi qu'il y a notre écrivain, Richard Ndonye. Richard Ndonye qui vient de commettre un livre sur la place camerounaise. Oui, Calvin Duhari, bonsoir. Bonsoir, mon cher Albert, vous m'entendez là? Très bien, vous êtes déjà sur le plateau. Alors, je le disais tout à l'heure qu'on va parler des causes et des solutions des guerres en Afrique. Alors, je commence avec vous. Calvin Duhari, vous êtes un écrivain africain, vous êtes installé à Paris, vous êtes un directeur de publication. Pour aller à Paris, vous avez fait pratiquement le parcours de plusieurs pays africains. Quelles sont les guerres ces derniers temps? Quelles sont les causes des guerres ces derniers temps en Afrique? Je ne sais pas si mon micro est déjà bien... Vous êtes à l'antenne. Oui, d'accord, ok, d'accord. Oui, les causes des guerres dans le monde, il y a eu cité plusieurs causes, hein, et on sait que le plus souvent, et même dans l'ancien temps, les causes ont été souvent des désaccords sur les frontières ou alors sur les ressources humaines, par exemple l'extraction du pétrole, ou souvent sur l'eau, l'espace maritime, souvent, bon, il y a aussi des motivations économiques qui peuvent causer les guerres, soit que chaque pays peut avoir accès à des richesses, souvent, vous voyez, au niveau du Rwanda, RDC, c'est qu'on sait qu'il y a des ressources au sud du Congo et il y a non loin du Congo, le Rwanda qui est là et qui est conscient de ces ressources-là, va évidemment quelque choix pour des conflits, des tensions entre groupes identitaires. C'est ça qui va provoquer soit des guerres civiles même dans votre propre peuple, alors que ça vient d'ailleurs, et ça provoque
des génocides. Bon, il y a aussi des raisons idéologiques, la lutte pour le pouvoir, c'est-à-dire le renversement des régimes. La plupart du temps, ce sont des guerres idéologiques. Qui ont été, au départ, on se souvient, il n'y a pas 30 ans, c'était souvent des guerres liées à l'idéologie, communisme, etc. Et aussi, il y a eu des guerres d'impérialisme. Il y a eu la domination ou l'intervention d'un pays dans les affaires d'un autre. Ce qui a provoqué souvent des ingérences étrangères suite à la colonisation, qu'on a vu dans le cas en Somalie ou Zamora Machel, je crois que c'est quelque chose comme ça, le pays du Sud, la plupart des pays du Sud, ont souvent été victimes de ces problèmes d'insécurité liés à la colonisation. Bon, maintenant, s'il faut donner quelques petites solutions, c'est toujours par le dialogue. On va arriver aux solutions. Commençons par les causes. Et je crois pouvoir vous relancer. L'on sait qu'en Afrique, lorsqu'on parle de guerre, il y a eu, par exemple, le foyer de l'apartheid. Alors, si on prend l'apartheid, c'était une guerre rangée, une guerre arrivée même à une guerre pratiquement atroce. On a parlé, par exemple, ça c'est du plan des foyers anciens, on a parlé des guerres dans l'Afrique australe, par exemple, cette affaire du Zimbabwe qui avait mis beaucoup de temps. Jojo Nkrumah et Robert Mugabe, je parle dans les souvenirs. On a parlé du Soudan, Darfour, qui s'est même fractionné en deux. À un moment donné, vous venez de citer la RDC. À un moment donné aussi, on a cité l'Éthiopie avec tout ce qui s'est passé là-bas. On rentre par exemple le grand génocide qui est cité tout à l'heure, le Rwanda. Le Rwanda avec, je crois, le Burundi, c'était pratiquement une catastrophe. On peut citer, par exemple, de manière récente, ces guerres asymétriques de Boko Haram, de Al-Qaïda, de terrorisme. On peut venir, par exemple, au niveau de la RDC. Je n'ai pas oublié le Tchad, avec tout ce que le Tchad a vécu depuis Goukouni Ouédé, avec toutes les révolutions de pouvoir, le Nigeria. Alors, le problème, c'est de revisiter un peu les causes profondes de ces guerres-là, qui sont peut-être même actuelles, avec la résurgence aujourd'hui, comme vous venez de le dire, de recherche de ressources naturelles par les grandes puissances. Allons un peu encore dans les causes, Calvin Djuari. Oui, je vous ai dit de toute façon, les guerres sont issues souvent de la colonisation sémée. Pendant Calvin Djuari, je crois qu'il y a un problème des réseaux entre nous et Calvin Djuari. Je le disais tantôt que c'est mieux d'accentuer encore sur les guerres. Par exemple, cette guerre aujourd'hui dans les Grands Lacs. Daniel Yangodjon, vous êtes à Douala? Oui. Oui, allô? Vous êtes, est-ce que vous êtes revenu? Est-ce que vous êtes à l'antenne? On vous suit, allez-y. Oui, oui, des frontières, il y a des frontières arbitraires qui ont été imposées par les colonisateurs. C'est ce que les puissants coloniaux ont tracé des frontières souvent sans tenir compte des ennemis, des cultures et des langues. Bon, et puis le résultat, c'est quoi? Des peuples qui sont divisés entre plusieurs pays, comme ça. On a vu par exemple les Touaregs, ou bien les Tutsis et les Hutus, comme ça. C'est des peuples qui deviennent ennemis parce qu'ils sont tous difficiles à coexister. Donc, il y a aussi eu des institutions politiques fragiles qui sont inexistantes. Les colonisateurs gouvernaient de manière souvent autoritaire sans préparer les peuples à l'autogestion. Bon,
Dès lors qu'on leur a laissé la place, les colons sont partis, ils ont laissé la place au peuple. Ils ont acquis les indépendances et se sont retrouvés avec des États faibles. Ils sont retrouvés là, bon, pour l'État, il y a eu une dictature, une guerre civile. Bon, maintenant, il y a l'exploitation économique, surtout, c'est les causes profondes. Les causes profondes, ici, il y a l'exploitation économique. Et les richesses naturelles comme l'or, diamant, pétrole, vous avez parlé de l'apartheid, c'est que profondément, c'est parce qu'on pouvait toujours exploiter sur les longues durées. Le diamant et l'or, au niveau de l'Afrique du Sud, ce qui a fait que le pays a été utilisé pendant longtemps. Donc, ce sont les pays qui ont été exploités par les Russes, pas même local. Je peux parler des cas, par exemple, comme ça, la Namibie. C'est après que vraiment il y a eu un développement. Après l'indépendance, il y a eu des richesses qui sont devenues des sources de conflit. Alors, entre Oui, Calvin Duary. Peut-être. Oui, oui, Richard, vous restez en ligne, vous suivez Calvin Duary là qui est depuis Paris. Calvin Duary, peut-être qu'il faudra encore ajuster le micro en fonction de votre casque. Vous me permettez, avant de revenir à vous, je pars d'abord dire bonsoir. Je pars dire un bonsoir à Richard Noé, qui est aussi écrivain, qui vient de nous rejoindre. Richard, bonsoir. Alors, vous venez de commettre un livre là, Les enfants perdus. Vous êtes un écrivain, mais nous parlons aujourd'hui de la guerre. En attendant de repartir à Paris, parce que vous venez de suivre Calvin Duary là qui est à Paris, Daniel Eyango est à Douala. Daniel Eyango, c'est un syndicaliste, il est de la société civile, il est aussi directeur de publication, je vous les présente. Calvin Duary est à Paris, il est écrivain, il est aussi directeur de publication, il est écrivain comme vous. Alors, juste un mot pendant qu'il s'ajuste un peu, on parle de la guerre aujourd'hui, les enfants perdus, est-ce que c'est aussi une espèce de guerre là-bas? Oui, c'est aussi, enfants perdus, c'est aussi une espèce de guerre, parce que vous savez que la guerre aujourd'hui profite à ceux-là qui sont les instigateurs de la guerre. Oui. Donc, pour cela, nous autres, les écrivains, nous avons notre vision des choses, comment faire pour pouvoir essayer de donner une visibilité, pour essayer de stopper. Parce que si on dit qu'on va mettre fin à la guerre, franchement, c'est se voiler les yeux. Alors, là, notre objectif ici, c'est comment apporter notre pierre pour essayer un peu d'atténuer, d'apaiser les tensions. Pour que la guerre diminue. Mais sinon, il y a les points de. C'est-à-dire, comment je peux dire, toujours des sujets qui amènent toujours à la guerre. Nous prenons par exemple la guerre en Russie. La guerre en Russie, par exemple, c'est parce que la Russie s'est pas agressée et aujourd'hui, donc, elle est obligée de riposter. Nous voyons par exemple la guerre au Congo. La guerre au Congo, ce sont des impérialistes qui sont là derrière cette guerre qui manipulent les Arusais pour pouvoir manipuler les Arusais pour pouvoir utiliser pour pouvoir payer leurs ressources. Pour pouvoir piller. Je pense à ce niveau-là, ce que je peux dire en quelques mots. Oui, vous restez donc désormais, vous restez en ligne, vous êtes avec nous. Calvin Duary, avant d'aller vers Yango Djong, de l'autre côté de Douala, alors, pour terminer, vous avez dit, c'est aussi la résurgence des intérêts colonialistes et impérialistes, c'est ce que vous avez dit. Calvin Duary. Alors là, c'est Calvin Duary. On va peut-être en attendant que, parce que son micro donnait avec des petits jets, on va repartir vers lui. Daniel Eyango, vous êtes à Douala, bonsoir. Alors pour vous, quelles sont les causes aujourd'hui que vous observez pendant les guerres qui se déroulent sur le territoire africain? La préparation remonte, hein. Vous
vous avez fait une remontée à ce moment, à ce niveau-là. Après les guerres du 15e siècle, du 18e siècle, quand il n'y avait pas encore certains États, en Afrique notamment, la plupart des guerres ici, c'était des guerres comme on prenait l'Afrique par procuration. Comme la guerre Ukraine-Russie aujourd'hui, où l'Occident fait la guerre à la Russie via un idiot dirigeant l'Ukraine qui a engagé son pays dans une guerre dont il n'avait pas besoin, qu'il n'a même pas préparé. La plupart de ces guerres en Afrique, c'est ce qu'on appelle des guerres par procuration. La guerre du Rwanda contre le Burundi, c'était des guerres organisées par la France et la Belgique, tout le monde le sait. La guerre de ce même Rwanda qui aujourd'hui pille la RDC, qui fait la guerre dans une partie de la RDC, on sait que c'est les États-Unis qui pillent la RDC pour acheter des pierres précieuses moins chères. La guerre Boko Haram, on sait bien que c'est le Qatar et toujours certains pays occidentaux. Je vous rappelle, je n'ai pas gardé ce document. J'étais en poste à l'étranger quand un journal camerounais, je crois que c'était Robert, avait publié le nom de 8 Français qui encadrent le Boko Haram. Je crois que c'était Robert. 8 Français, parce que quand vous voyez le Boko Haram lui-même, l'agent qu'on appelle Boko Haram, vous le voyez, il est capable d'utiliser un simple téléphone, mais vous voyez les engins sophistiqués, on dit que c'est lui qui les utilise, vous comprenez que ce n'est pas lui qui les utilise. Quand on prend la guerre, les voyous qu'on appelait les sécessionnistes, séparatistes ici dans le nord-ouest sud-ouest. Là, c'est le Cameroun. Ça n'a rien à voir avec la sécession, vous l'avez vu. Oui. Ça n'a rien à voir avec le séparatisme. Encore ici, c'est des forces étrangères qui créent ce désordre pour des raisons qui vont sortir au jour, mais que les dirigeants du pays eux-mêmes savent, ils savent très bien. Ils ont observé. Donc, la guerre du Tchad de la Libye, c'était toujours ça. Quand je prends toutes ces guerres-là, laquelle j'ai oublié, la guerre du Biafra, vous le savez bien. Tout à fait. La France de De Gaulle, Focard, avec Bongo, qui avait fait la guerre du Biafra. C'était pour le pétrole. On le sait bien. Donc, et puis ils ont utilisé Ojukwu. Donc, toutes ces guerres, quand vous les prenez, vous verrez que c'est des guerres par procuration. Ce ne sont pas des guerres véritablement idéologiques où un groupe a dit que je n'ai pas ceci, il me faut cela, vous m'avez lâché cela, je vais reprendre ça. Non. C'est toujours quelqu'un de l'extérieur qui est entré et qui, pour des raisons d'intérêt matériel, a monté un peuple contre l'autre ou contre son frère. Et parce que certainement l'éducation, l'absence, beaucoup de lacunes endogènes s'y sont prêtées, eh bien la guerre a pu être possible. Mais fondamentalement, c'est ce qu'on peut appeler pour la plupart, vraiment pour la 99% d'entre elles, ce sont des guerres par procuration. Ce sont des guerres par procuration. Est-ce que... Et voilà, pour moi, voilà d'où ça vient. Et si, bon, tout à l'heure, vous avez recadré un des panélistes, qu'on parle d'abord des causes, après on parlera des solutions. Donc je préfère m'arrêter là pour ce premier jet, pour ce qui est de ce que j'appellerais moi mes constatations. Oui, les causes, ça c'est vrai. Je vous relance, c'est Calvin Duhary. Calvin Duhary, écrivain, directeur de publication comme vous à Paris. Je vous relance parce que quand vous dites c'est des guerres par procuration, vous êtes en train de dédouaner la responsabilité des Africains. Non, justement, dans le volet solution, vous verrez donc ce que je pourrais dire. Si on y est déjà bien, on fait ça deux roues ou on fait ça deux traits. Non. On revient sur les solutions parce que quand même, les causes ne peuvent pas être que exogènes. Il y a aussi ces causes endogènes qu'on a envie de bien saisir, tout en sachant que bon, il y a procuration, mais en réalité, quand il y a procuration, qu'est-ce qui favorise la procuration? Peut-être que la question serait celle-là. En effet, il y a une faiblesse interne, faiblesse institutionnelle, des faiblesses éducationnelles, éducatives, et puis des faiblesses, militaires. Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Oui. Il faut bien qu'on se comprenne. La faiblesse
la faiblesse de l'un est le carburant de l'autre. Vous comprenez? Oui. L'équilibre de la terreur a toujours été réalité entre les pays. Je ne parle pas encore des Africains, entre les pays. C'est-à-dire le pays Béti, le pays Bassa, et ainsi de suite. Il y avait déjà dans l'équilibre de la terreur. Attention, ils sont nombreux, attention, ils sont forts, attention, ils sont faibles, s'ils sont faibles, on attaque. Donc j'aime beaucoup ce petit mot du philosophe allemand Nietzsche qui parle de la morale des esclaves. Où les esclaves s'imaginent que la noblesse est là pour faire la force et que la force est là pour le bien, pour l'encadrement des faibles, et ainsi de suite. C'est complètement illusoire. La force est là pour exercer la force au profit du fort. Alors il appartient à l'autre d'être fort. Sinon, il s'expose à un peu. Là, c'est comme ça. Dans la cour. Les conflits diverses, institutionnels, internes, militaires, ainsi de suite, sont le carburant. Si le Nigeria, je prends le cas du Nigeria, Oui. si le Nigeria avait été institutionnellement fort, militairement préparé, jamais De Gaulle n'aurait cédé au discours de Focard, qui l'encourageait d'après le discours, d'après les mémoires de De Gaulle. Hein. C'est Focard qui l'a poussé à faire cette guerre. Lui, De Gaulle avait donné le feu orange. Le feu orange qui signifie que si vous réussissez, j'achète, mais si vous échouez, ne posez pas mon nom là-bas. Donc c'était une guerre Bongo et Focard, et De Gaulle, par la suite, quand ça a mal tourné, parce que tout le monde s'est mis contre eux, mais vous, là encore, c'est la force qui a combattu la force. Il y aurait une faiblesse, De Gaulle aurait divisé le Nigeria en deux. Donc, il faut que les États sachent qu'il faut être fort. Si la Russie n'était pas forte, je serais censuré depuis longtemps pour la Russie, il y aurait là-bas maintenant peut-être 17 États russes, puisque c'est ce qu'on fait en Occident. Donc les faiblesses internes de nos pays constituent le carburant, c'est ce qui constitue le courage, même à l'intérieur du pays. Vous le savez, je suis dans un combat je suis dans une lutte avec le PAD qui a dépassé ses bornes, a cassé, saccagé un village et est en train d'en saccager un autre à cause des faiblesses internes du Cameroun, des faiblesses institutionnelles du Cameroun, à cause des faiblesses diverses de ce pays-ci, à l'intérieur. Eh bien, il y a un individu au PAD qui s'appelle Cyril Bougon, qui commet des gaffes terribles, qui tue. Les gens meurent, monsieur, là aujourd'hui. Oui. Que ce soit en interne, que ce soit en externe, la faiblesse constitue le carburant des guerres. Et tant qu'il y aura des pays faibles sur plusieurs volets, sur plusieurs plans, il faut le savoir, ne comptez pas sur le fort pour se maîtriser de lui-même, afin de ne pas attaquer l'autre, le moins fort. Non. Devenez fort. Alors là, sinon, les causes, si on cherche les solutions, les voilà, je le dirais tout simplement, armez-vous de force. Donc les causes, la cause structurelle que vous venez de voir là en termes endogènes, c'est la faiblesse dans la structuration des États, dans l'institutionnalisation des États, dans la sécurisation des États. Merci. Ben Jonas vient de nous rejoindre. On va venir à vous tout à l'heure. Bonsoir Ben. On va terminer avec Calvin. Je crois que son micro s'est réglé. Calvin, rebonsoir. Alors pour vous, Daniel Yangodjon est en train de dire que les guerres dans le monde, c'est les guerres par procuration et que ce sont les grandes puissances en réalité qui sont qui en fait fomentent les guerres. Quelle est votre lecture? Oui, effectivement, l'expérience nous a montré que dans la période de guerre froide, il y a souvent eu ce genre de guerre de procuration là où il y avait deux idéologies qui étaient en compétition, le communisme et le capitalisme. Bon, donc beaucoup de guerres en Afrique sont parfois présentées comme des guerres de procuration où les puissances étrangères se battent indirectement via des groupes locaux. Mais ce n'est pas toujours aussi le cas, parce que certaines guerres africaines ont des causes internes bien enracinées qui ne dépendent pas principalement d'acteurs et des étrangers. Et quelles sont dans ces causes, Calvin? Quelles sont ces causes internes? Pardon?
Quelles sont ces causes internes, justement? Justement, puisque je suis en train de parler, vous me coupez. Au moment où vous me coupez, je n'entends pas. Hein. Non, Parce que le micro ne permet pas que je vous entende au moment où je parle. Ok. Je suis en train de parler justement. Vu que les causes, si les causes n'étaient, il y a la plupart des conflits africains trouvent par exemple leur origine dans des tensions internes qui sont anciennes, liées à l'injustice sociale. Il y a même le frère Daniel Yangola l'a évoqué. Des rivalités ethniques, il y a eu des rivalités ethniques, il y a des groupes ethniques qui souvent ont l'impression qu'ils sont supérieurs aux autres. Et puis quand un autre groupe se trouve un peu frustré, souvent ces revendications, au niveau des revendications territoriales, il y a des conflits surtout fonciers. Hein, ces guerres sont enracinées dans l'histoire coloniale. C'est le cas par exemple au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus. Ça c'est souvent qui sont issus. Quand les racines, c'est l'héritage des frontières artificielles qui ont été seulement mis en place par la colonisation. Oui. Et des rébellions qui ont été motivées par l'exclusion politique et sociale de certains peuples. Il y a de nombreux groupes armés qui prennent les armes. Par exemple, au Cameroun aujourd'hui, même s'il y a eu des groupes actuellement qui sont infiltrés chez les anglophones, mais on constate d'abord que ces groupes armés, ils ont pris les armes parce qu'ils se sentent marginalisés par le pouvoir central, c'est ce qu'ils disent, ou par une ethnie dominante. Donc leur objectif, souvent local, c'est d'obtenir une part du pouvoir, ou bien alors de faire justice, ou alors chercher une reconnaissance. Et voilà, et non, pourtant, et au départ, ils ne servent pas un agenda étranger. C'est après que les étrangers souvent, ils pénètrent. Donc, on a aussi vu ça au Mali, c'est le même groupe, parce que le Mali aussi, je suis passé par j'ai vécu au Mali pour comprendre que les Touaregs disaient l'autonomie ou l'indépendance de la Zawad. Mais bon, je ne sais pas la Zawad d'aujourd'hui qui est infiltrée par les Français, mais avant, c'était comme ça. Parce que la Zawad, c'est un peuple qui n'est ni mauritanien, ni malien, et ils sont là aussi métissés. Donc, ça dit on rejette. C'est un peu comme un enfant orphelin que le père rejette, la mère rejette. Bon, ils font leur communauté, ils disent bon, il faut retrouver, donnez-nous au moins, même la cuisine, parce qu'on va habiter là, parce que on vient de vous, même si vous nous rejetez en tant que des enfants issus de viol ou n'importe quoi, trouvez-nous un endroit, ils ne prennent pas la force de cet espace-là. Bon, il y a assez, contrairement à d'autres régions du monde, comme par exemple au Moyen-Orient, certaines guerres même africaines n'attirent pas les puissances étrangères, car elles ne concernent pas des ressources majeures ou bien des positions géopolitiques vraiment cruciales. Par exemple, en Casamance, pendant longtemps, cette guerre de la Casamance, pendant longtemps, ça a duré des décennies sans réelle implication directe d'une puissance étrangère. Voilà. Donc, les groupes armés africains, pour la plupart, sont souvent indépendants dans leur choix stratégique. Donc, ils décident eux-mêmes de leur action, de leur alliance et de leur... Le Boko Haram au départ. Boko Haram n'avait même pas de ramifications étrangères. C'était Boko Haram, c'était un peu pas la culture étrangère. C'est-à-dire que ce problème qu'on parle aujourd'hui, le mariage pour tout et tout, donc c'est les choses qui venaient déjà un peu là-bas. Ils ont su ça, ils ont compris cela, ils ont dit, allez, pas de ça ici. Donc, et après ça, on est parti là, les gens sont faibles devant l'argent, les groupes armés sont faibles devant l'argent parce qu'ils ont envie d'acheter les armes, c'est facile de les infiltrer et leur poser des problèmes, leur proposer de l'argent pour pouvoir mener d'autres actions derrière eux. Ok. Merci. On constate aussi, ce n'est pas loin de ce que Daniel Yangodjon disait, il y a cette faiblesse de la structuration, de l'institutionnalisation interne. Vous êtes en train de parler d'une faiblesse là qui aurait une référence d'appauvrissement, c'est-à-dire la situation de précarité, de pauvreté qui peut donc créer cet enrôlement. Merci. Alors, Ben Jonas, bonsoir et bienvenue. Ben Jonas, bonsoir et bienvenue. Oui, monsieur Hubert, bonsoir. Oui, vous êtes un juriste, vous êtes un
juriste et même politique. C'est-à-dire que dans ce que nous sommes en train de chercher là, il y a des raisons certainement sociologiques et sociales, et peut-être même anthropologiques, parce que quelque part, il semblerait que, ça je le dis au conditionnel, mais ça a une justification, il semblerait qu'en Afrique, les guerres étaient beaucoup plus des guerres de protection des peuples et des ethnies, des clans et autres, avant la pénétration occidentale. Mais aujourd'hui, c'est des guerres de déchirure, c'est des guerres en fait de tuerie, en fait de large spectre où on cherche à détruire les hommes. Quelles sont les causes aujourd'hui? Et là, vous êtes tous Camerounais, hein, je ne vous trompe pas. On va revenir au Cameroun avec cette situation du nord Cameroun et cette autre du nord-ouest. Et surtout ce qui, en réalité, se trame pratiquement à la préparation de la prochaine élection présidentielle. On vous dit que non, 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 ça sera grave, ainsi de suite. Alors, pour vous, quelles sont les causes? Merci, monsieur Hubert. C'est vrai que j'embrasse la thématique de plein fouet. Je ne manquerai pas quand même de dire un mot. J'ai dit déjà bonsoir aux autres consultants. Oui. Et à tous les génies derrière la technologie qui nous permet de communiquer. Tout à fait. Alors, les causes des guerres aujourd'hui, je rentrerai d'une manière très purement sociale. La première cause d'une guerre, c'est la pauvreté. Ok. La pauvreté engendre des frustrations. Oui. Et des frustrations qui ne trouvent pas de solution mènent à des actes qui, à la fin, se transforment en des conflits qui deviennent des guerres. Maintenant, si on rentre sur le plan purement anthropologique, oui, comme vous l'avez bien évoqué, l'Afrique était constituée de royaumes et non d'États. Et justement, chaque tribu avait le droit de protéger justement son territoire, ses ressources, ainsi de suite. Et chaque roi était justement responsable de ce que ces ressources soient gérées de manière équitable pour éviter le maximum de conflits. Tout à fait. Quand on rentre maintenant dans l'État moderne, on se rend compte que l'État moderne a perdu justement cette capacité à réguler les tensions sociales de manière efficace et prompte. Justement, ça rentre dans les faiblesses qu'un panéliste vient d'évoquer tout à l'heure, ces faiblesses de structuration-là. C'est-à-dire que les populations, les individus se sentent livrés à eux-mêmes. Et au-delà de ça, il y a une instrumentalisation de la misère. Oui. Ça veut dire que ceux qui ont des moyens, justement, montrent à ceux qui n'en ont pas que vraiment vous n'êtes rien. C'est ce que j'appelle la gouvernance de la frustration. C'est-à-dire qu'on fait savoir à celui qui est pauvre que tu seras pauvre, peu importe ce que tu fais. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que des petits conflits, je dis petits, je pèse le mot, des conflits qui commencent par une situation qui aurait pu être réglée en une semaine, vont prendre du temps parce que des acteurs qui sont censés mettre fin à ce conflit trouvent justement des moyens de légitimer, justement de rendre encore, de faire grandir leur pouvoir dans la manière dont ils vont intervenir justement dans ce conflit-là. Là, nous sommes à la recherche du sauveur. On dira que bon, c'est telle élite qui a fait ceci, c'est telle autorité qui a pu mettre fin à ci ou ça. On rentre justement dans cette gouvernance de bataille-là qui, au lieu de régler le conflit, l'amplifie plutôt. Et maintenant, bon, les uns et les autres ont parlé de conflits, de guerres par population. Justement, ça, nous rentrons dans une dynamique purement internationale de conflits. L'Afrique a toujours été considérée justement comme un territoire, je dirais, de ressources premières, où les grandes puissances localisent, exploitent et maintenant par la suite protègent ces différents sites-là. Alors lorsque ces sites justement se trouvent menacés, où on a un acteur à la tête de l'État qui ne joue plus le jeu des puissances internationales, oui, alors ces puissances vont passer par des groupes organisés justement pour mettre en mal la structuration et la sécurité de cet État-là. De telle sorte que l'État se retrouve face à plusieurs fronts. Il faut combattre à l'intérieur, il faut satisfaire les besoins des populations, il faut répondre justement aux sollicitations internationales et cela affaiblit justement l'État qui ne peut plus combattre efficacement justement les groupes terroristes et les différentes organisations qui mettent en mal la sécurité au sein de l'État. Et une fois que cela est dit, le plus essentiel c'est qu'aujourd'hui, tant que la pauvreté dans nos sociétés ne trouve pas de solution efficace et pérenne, les conflits et les guerres vont s'en suivre.
Alors, vous venez d'évoquer là un élément sociopolitique aujourd'hui qui est repris par la plupart des peuples. Je voudrais qu'on s'entende avec les autres panélistes. Il y a un écrivain qui doit nous rejoindre là. Je crois c'est monsieur Richard Donier. Si dans cet appel il groupait, il est là, il doit seulement le rejoindre parce que de l'autre côté, de l'autre ligne, c'est un peu coupé. Je voudrais d'abord aller à Paris pour poser clairement et droitement la question à Calvin Diary. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que l'appauvrissement, non, la pauvreté et le phénomène d'appauvrissement qui, quelque part, trouve même une volonté d'enrôlement des uns et des autres est aujourd'hui peut-être l'épicentre même ou le foyer de la plupart des choses, des causes internes qui génèrent les guerres, des causes endogènes. Calvin Diary. Oui, mon cher, je pense que mon cher confrère a bien donné des arguments que la pauvreté, les populations pauvres, souvent exclues des processus décisionnels et du partage des ressources, lorsqu'ils sont marginalisés et surtout privés de certains droits, absolument, ils vont réagir. Parce que cette privation peut conduire à un sentiment d'injustice, comme il a dit, et nourrir ainsi ça provoque la colère et toujours la frustration. Et tout cela se finit par se traduire par des actes violents, des tempéraments violents, des révoltes qui vont de bouche à oreille. Et donc, la pauvreté engendre une instabilité sociale susceptible de favoriser les conflits. Bon, on a vu un peu ça au Venezuela, qui ont contribué à exacerber les tensions. Bon, Venezuela, c'est très très loin. Hein. Bon, très proche de nous, on peut facilement, il ne peut pas toujours évoquer le cas pour nous, pour ne pas nous dresser, alors qu'on cherchons les paix. Bon, il y a des disputes pour les ressources, parce que la pauvreté, il y a la dispute pour les ressources. Imaginez que dans un coin où, à l'est, par exemple, il n'y a pas longtemps, on voyait moi j'ai fréquenté au lycée Téné Bertois, on voyait des centaines de grumiers passer chaque jour. Voilà, tout à fait. Je ne parle pas de l'Est. Par exemple, dans mon pays, au pays Babouté, par exemple, dans le Mpam, on a des forêts. Moi, j'ai vécu avec des forêts qui nous entouraient et des centaines de milliers de grumiers, des billes de bois passaient et que cette partie-là soit toujours pauvre. Non. Dans un contexte de pauvreté, où tu vois tes ressources naturelles partir, ça devient rare et voilà, cela crée des conflits entre groupes et entre communautés et même entre nations. Donc c'est ça, on a vu ça aussi, ce qui a séparé par exemple le Darfour, les deux Soudans. Les deux Soudans, voilà. Quand il y a l'inégalité au niveau économique et social, bon, la disparité entre riches et pauvres peut être un moteur majeur de conflit. Lorsque certaines élites accumulent, on voit, c'est visible, c'est-à-dire l'ostentatoire, la richesse, voilà, au détriment de la majorité de la population, ces inégalités exacerbent. Ça, franchement, ça exacerbe. Donc, les gens souvent ne sont pas là, ils cherchent le pouvoir parce qu'ils vont toujours parler de quoi? Le motif, c'est que nous allons répartir les ressources pour tout le monde. Oui. Il n'y a pas seulement des privilégiés. Même ici en France, pendant les campagnes, et ça, on évoque ça. Donc, la pauvreté engendre des États faibles, instables et corrompus, qui ne parviennent pas à garantir la sécurité de leur public. Merci. Donc, alors, on revient à vous. Daniel Yangodjon, vous avez parlé de guerre par procuration. Est-ce que c'est la procuration qui engendre aussi la pauvreté? En fait, je l'ai dit, il y a beaucoup de lacunes internes qui sont le moteur de ces guerres-là. Oui. Des lacunes institutionnelles, des lacunes certainement sociétales, ou à parler de quelque chose comme la pauvreté. Oui. Et ainsi de suite. Mais je vais vous dire, la pauvreté, un pauvre peut faire guerre. Les pauvres peuvent faire une bonne contestation pour
de protestation, il sera vite réprimé. Il faut qu'il y ait un élément extérieur pour que le pauvre puisse maintenant faire la guerre. Puis là, il est pauvre, il n'a pas le moyen de là, les armes. Il n'a rien de chèque à manger, à boire. Oui. Voilà. On a vu ça dans les grèves des syndicalistes. Le patron dit ok, d'accord, avec l'aide des forces de maintien de l'ordre, vous n'accédez plus ici, et bien d'accord, le gars fait 2 ou 3 jours, il ne mange pas chez lui. Les enfants ont fait, la femme a fait, qu'est-ce qu'il fait? Le gars revient piteusement au lieu de service accepter ce qu'on lui propose. Ok. Ah ouais. Le pauvre ne peut pas faire la guerre. Le pauvre, il est pauvre. Il va acheter une flèche, il va la lancer, puis c'est fini, la guerre est finie. Les hommes sont finis, la guerre est finie. Mais la révolution d'octobre, hein, la grande révolution russe, c'est les femmes pauvres et qui voulaient seulement du pain. Monsieur le journaliste, oui. Il n'y a jamais de mouvement comme ça spontané. Okay. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, dans mes connaissances, dans mes documents à moi, il n'existe pas un mouvement de foule spontané où les gens ont tenu bon, ainsi de suite. Il y a toujours en fond là, quelqu'un qui me parle même dans les causes les plus nobles. Hein. Même dans les causes les plus nobles. Il y a toujours un groupe qui se dit, nous on est fort, il faut aider ces gens. On ne peut pas continuer comme ça. On va mettre la bille main. Il y a toujours un plus fort, 1 ou 2 ou 3 ou 4 efforts pour aider les pauvres qui ont fait défendu des causes nobles. Oui. Il y en a toujours. Le mouvement spontané, la Tunisie qui a fait ceci, la Mafia qui a fait cela, c'est illusoire. C'est illusoire. C'est quoi la réalité? Il y avait toujours des gens derrière. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Nous avons étudié ça dans le syndicalisme. Il faut toujours que les gens soient soutenus quelque part pour pouvoir tenir. On avait un grand chef ici qui l'a. Le gars a dit tout à l'heure le pays Babouté. Le qui a de Babouté, c'était un très grand guerrier, chef guerrier. Oui. Pourquoi? Parce que Guilla, en 1889, Guilla savait que c'est la nourriture, l'alimentation qui maintient les guerriers en forme. Et quand il allait à la guerre, il s'assurait que les femmes qui faisaient partie de l'armée, qui faisaient partie de son armée, étaient là pour nourrir les militaires. Vous comprenez? Oui. Et il a toujours gagné, parce qu'il avait toujours à manger avec ça. Il pouvait tenir un siècle de 2 mois, 1 mois, pour que le temps tourne. Alors. C'est un exemple comme celui-là, certainement. Oui, parce que Calvin Duary à Paris a parlé de Babouté et de cette guerre-là. Alors, je reviens à vous. Richard Ndonye, vous êtes avec nous, vous avez cité les causes des guerres tout à l'heure. Nous sommes là dans le système de la pauvreté ou de l'appauvrissement. Alors, est-ce que vous êtes aussi d'accord que la pauvreté ou l'appauvrissement enrôle ou engendre nécessairement des guerres? Oui, l'appauvrissement engendre des guerres. Nous sommes ici dans le système d'appauvrissement parce que ici, le problème c'est quoi? Il faut nous appauvrir. Il faut appauvrir maintenant ceux-là qui ont de la ressource. On peut trouver un peu de l'énergie pour pouvoir alimenter les guerres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant nous appauvrir. Et pour nous appauvrir, qu'est-ce qu'il faut faire? On va créer des foyers de tension un peu partout pour pouvoir maintenant donc tester les nouvelles armes qu'ils ont inventées. Vous voyez? Et à partir de là, déjà, tout ce qu'ils font, c'est que les hommes ne doivent jamais s'entendre. Parce que s'ils s'entendent, ils n'auront plus de ressources pour pouvoir s'alimenter et se développer là-bas chez eux. Maintenant, le véritable problème ici, c'est que nous, maintenant, nous sommes juste des victimes. Nous sommes juste des victimes. C'est-à-dire des victimes collatérales de tout ce qui se passe là. Donc, à ce niveau, moi je dis que la guerre profite seulement aux uns et appauvrit les autres.
La guerre profite aux uns pour ouvrir les autres. Je vais vous demander qu'on prenne une transition pour revenir donc sur ce plateau. Et je voudrais qu'on insiste sur le Cameroun, sur les solutions, parce que je vais commencer à vous dire qu'au Cameroun, il se dit un peu partout, hein, depuis qu'on est dans la perspective de l'élection présidentielle, là, que ça va être dur, ça va déboucher, ça peut nous déboucher par une guerre. Je voudrais que vos langues se délient dans cette situation-là. Et pour prévenir cela, est-ce que cela est possible? Et si c'est possible, quels sont les ingrédients et comment prévenir cela? On prend la transition, on revient dans ce studio, à tout de suite. Oui, Richard, rejoins. Alors, nous sommes sur Afrique Soir, c'est sur JMS Afrique TV. On ne va pas faire dans la langue de bois, on va le dire de manière claire, parce que c'est le pape Léon XIV qui a clamé du haut de son balcon à la place Saint-Pierre, plus jamais de guerre. Alors, au Cameroun, ça se dit, et les gens ne veulent pas le dire à haute voix, ça se dit que les gens se préparent à la guerre. Le ministre Paul Atangandji a déjà frappé très fort à plusieurs reprises sur ce plan-là. On a vu ce qui se passe à l'étranger. On a entendu des gens dire qu'on va en découdre avec les tels et les tels, et qu'il n'y aura pas de pardon, la vengeance sera là. Et les gens n'en veulent pas en parler. On doit en parler. On commence avec vous. Daniel Yangodjon, quel est le climat qui est au Cameroun actuellement? Pas de langue de bois. Vous êtes au premier loge pour connaître les combats. Non, je vous interroge. Vous êtes... C'est pour vous dire. Vous n'avez qu'à prendre, vous savez, la situation économique est l'un des domaines révélateurs du climat qui peut aller dans un pays. Allô? Vous êtes à l'antenne. Très bien. Alors, je vous prends toujours le domaine du transport, c'est mon domaine. Si on prend ce domaine du transport, voici un pays qui vient, je vous le dis encore, voilà un pays qui vient le port de Kribi vient d'accueillir l'un des plus grands bateaux du monde. 400 mètres long, 63 mètres de large. Ok. Plus de 20 000 conteneurs. Éteindre. Allô? Vous êtes à l'antenne, allez-y, ne coupez pas, vous êtes à l'antenne. Ce pays n'a pas de compagnie maritime. C'est-à-dire qu'il y a dans ce domaine-là des emplois qui ont tout le droit d'exister et qui n'existent pas. Ce pays n'a pas de compagnie aérienne. Il y a une compagnie aérienne qui ne marche pas depuis longtemps et qui coûte de l'argent. Ce pays a jeté, je dis bien jeté, un avion tout neuf qui a coûté 100 milliards de francs aux contribuables camerounais. Cet avion est pourri à Addis Abeba. Ce pays a un réseau fluvial fantastique qui n'est pas exploité. Je vous donne donc là des niches d'emploi qui auraient pu faire de ce pays-ci pour le secteur du transport. Un pays où les gens se portent bien. Maintenant, d'un autre côté, sur le plan de la vie civile, je viens prendre le cas d'un DG du PAD, M. Cyril Go, qui a créé des morts inutiles, illégales et inhumaines dans un village qu'il a radiqué et qui est en train de continuer devant tout le monde. Donc quand on parle donc du climat qui existe, je vous donne de mon côté, voilà le climat qui existe. Alors ce sont donc les gens comme ça, des situations comme celle-là, qui sont le carburant, tout à l'heure on parlait de la pauvreté. Les frustrations, ces gens qui ne trouvent pas d'emploi. Ces gens qui ont des maisons rasées illégalement, voilà où celui qui veut créer des guerres va les chercher. Il n'a pas à se casser la tête. Il va chercher ça quoi? Donc, le Cameroun, je ne sais pas si ça aura lieu, il y a beaucoup de cas comme ça. Le Cameroun, en tout cas aujourd'hui,
offre bien prête le flanc à des créateurs de troubles beaucoup plus grands. Parce que M. Silengo, je le dis, est un très dangereux créateur de troubles dans ce pays-ci. Il a déjà fait des morts à Issangé. Je l'ai écrit. Ça, vous savez combien de gens souffrent aujourd'hui dehors à cause de ce M. Silengo qui va faire Issangé. Je vous prends le cas de Douala. Vous savez aujourd'hui combien de gens donnent mal à Youpo à cause du spectre. Silengo qui irrite illégalement, inhumainement, devant le silence total des autorités de la région du littoral et du département de Bouré. Donc c'est là souvent que on va... Vous savez combien, M. Chinoako et le préfet de Mobutu ont créé de frustrés en cassant Dikolo inhumainement, combien de gens sont morts à cause de ça. Donc voilà, monsieur, dans un pays, comment on va chercher, quand on veut créer, vous comprenez, voilà où on va chercher les gens. Voilà comment on va chercher. Ce que j'appelle institutionnel, ces lacunes de certains dirigeants, ces comportements inimaginables de certains chefs d'entreprise, voilà, donc je vous donne dans ce climat qui règne et qui est propice, pour qui le voudrait, à la création d'une milice de gens qui cherchent de quoi manger, à qui on va donc donner certainement des armes, parce que là, maintenant, ils sont frustrés, ils sont fâchés, ils ont faim, mais il faut qu'ils soient armés. Ok, on vous a très bien compris. Calvin Diary, à Paris, quel est le regard que vous avez, ou les ingrédients, les indices, sans langue de bois, que vous avez sur, quand vous projetez, c'est-à-dire vous mettez votre caméra en direction du Cameroun dans cette situation? Oui, mon cher, les enjeux, pour l'instant, ça peut être au niveau du tempérament. Non, les enjeux sont politiques, économiques, sociaux au Cameroun. C'est des tailles, c'est une affaire de taille qui arrive, mais tout ça, c'est encore au niveau de la colère et des tempéraments de chacun. C'est que nous, les Africains, nous ne sommes pas capables de mener des révolutions. Donc, le Cameroun, c'est un pays très, très bien structuré. Je crois qu'ils parviendront toujours à maîtriser la situation. Parce que nous, ça dit que les pays bantous, ce n'est pas les pays comme les pays de l'Afrique du Nord. Vous voyez, ils sont très, très différents. Bon, pour l'instant, quand chacun dit, bon voilà, il y aura trouble, il y aura fait ceci, c'est qui compte sur l'autre. Donc l'un compte sur l'autre et c'est l'autre-là qui ne peut pas être capable de s'engager. Donc, il y aura rien. Moi, je sais qu'il n'y aura rien. C'est-à-dire qu'il y aura des petits agissements, des petites agitations, et quelques temps pré-électoral, et ils parviendront toujours à maîtriser. Pourquoi? Parce que l'enjeu est... Il y a un enjeu idéologique qui est très très fort. C'est-à-dire que c'est un tournant très décisif, mais c'est un tournant que ces gens ne vont pas laisser passer. Ils ne sont pas en mesure, c'est qu'il y a eu trop de... C'est-à-dire que le Cameroun c'est un pays riche en histoire. C'est un pays marqué par une diversité ethnique, linguistique et régionale, et cette diversité-là, ça sera toujours pour eux un atout, et ça pour facilement dresser les uns contre les autres, et puis réussir toujours à s'en tirer à partir de là. Vous allez voir que moi, ce que je vois beaucoup plus, c'est qu'il y aura des manipulations. Ça sera une guerre qui va se jouer. S'il y a une guerre, ce n'est pas de guerre, il n'y aura pas de guerre là. Ça sera ces jours autour des réseaux sociaux. C'est là. C'est-à-dire que là, chacun viendra quand il est énervé, il vient se déverser sur les réseaux et après il va dormir. Donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Parce que les dispositions qui sont prises par ces gens-là, que moi je connais très bien, l'enjeu est très fort. Et ce n'est pas ces gens-là qui sont prêts à laisser passer. Donc moi je pense encore à ce qu'il y ait la préservation de l'unité nationale et que les réductions des tensions communautaires essaient de passer, qu'on essaye tout simplement de réduire la pauvreté. Il y a encore temps pour qu'on sorte des solutions qui peuvent faciliter aux gens de bien vivre. Parce qu'il faut préserver la paix. Là, si le Cameroun s'éclate, c'est très dangereux pour la sous-région.
Parce que Merci. la tension sociale, la frustration là, au niveau du Cameroun va Calvin. toucher toute la sous-région et il n'est pas, c'est pas Calvin Diary. pas conseillé. Calvin Diary, avec votre permission, ça c'était l'étape après le constat actuel. Le constat actuel, c'est que qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe. Mais la préservation et les solutions, c'est après. C'est-à-dire qu'on va revenir. On veut savoir la température actuelle. Monsieur Daniel Yangodjon est clair, droit dans ses bottes. Il y a des frustrations, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui font ceci, ils peuvent aller dans ce sens. Est-ce que pour vous, ces réalités-là ne sont pas des réalités visibles, pratiques, observables, ou alors il y a aussi des gens qui vivent bien, parce qu'il faut peut-être voir aussi ça, il n'y a pas seulement les gens qui ont faim, il y a les gens qui vivent bien, il y a les gens qui dorment bien, ainsi de suite. Donc on va revenir, parce qu'on va vers les solutions, mais en faisant d'abord le constat. Ben Jonas, pour vous, quel est l'état de lieu actuel? Parce qu'on entend des discours des gens qui disent que non, ça ne sera pas facile lors de la prochaine élection présidentielle. Merci, M. Hubert, de me relancer sur la question. Je commencerai par ce propos d'un éminent enseignant d'université, sans vouloir le nommer, le professeur Eric Mathias Ronanguiné, qui disait « Nous sommes dans une situation de chaos lent ». C'est une théorie propre à lui, qui peut justement expliquer dans quel contexte nous sommes présentement. Tout à fait. Et moi, je dirais par mes mots que nous sommes à la croisée des chemins. La situation est telle que tous les ferments, que ce soit des conflits ou des guerres, sont disponibles au Cameroun. La responsabilité, justement, sera peut-être à la population de ne pas céder à l'instrumentalisation. Ok. Mais le fait est que nous sommes dans un contexte de frustration, dans un contexte d'intimidation institutionnelle, dans un contexte d'inégalité en matière de justice, dans un contexte d'insécurité même. Parce que nous sommes dans un contexte d'insécurité même à la limite. Parce qu'à la fin, nous sommes dans une situation où un individu se fait agresser devant les policiers et personne ne lève la main. Où un individu se fait tabasser devant les policiers, on dit non, ce sont des TikTok. Personne ne lève la main. Donc, voilà un peu l'ambiance. Voilà l'ambiance post-électorale qui présage de l'intensité, de l'importance de l'élection de novembre. Pré-électoral, pas post-électoral, pré-électoral. Oui, pré-électoral autant pour moi, bien évidemment. Et pour le nom du professeur, Mathias Eric Ronanguiné. Bien évidemment. Ok. Donc, la situation sur le plan social, elle est très tendue. Les Camerounais sont au bord du précipice. Les Camerounais en ont marre. Sur le plan purement politique, les discours ne vont pas dans le sens de l'unité, ne vont pas dans le sens de promettre un avenir meilleur. Mais nous sommes dans des discours qui s'inscrivent dans le règlement de compte. Ah. Donc justement dans cette ambiance-là, les tensions sont vraiment palpables. Qu'il s'agisse de l'incivisme, n'allons plus dans ce sens. Les Camerounais font comme ils veulent et comme quand ils le veulent. Prenons par exemple le cas de l'addition des ordures ménagères par exemple. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un arrive devant le bac ordures mais il les verse au sol. Nous sommes dans un état, dans un contexte d'irrégulation qui fait peur à la fin. Mais nous pensons que les choses, comme mon cher René l'a dit, n'iront pas jusqu'au bout de ce que les uns et les autres présagent. Parce que les uns et les autres dessinent une carte du Cameroun qui sera rouge, nous on la veut verte. Ok, merci. On va donc venir comment en réalité conjuguer tout cela pour aller vers la carte qui est verte, qui est souhaitable par tout le monde. C'est pour cela qu'on fait ce travail, parce que c'est un travail de fouille, c'est un travail de sable, c'est un travail en réalité où il faut remuer les consciences, remuer les volontés. Alors, Richard II, vous êtes avec nous. Pour vous, quel est le contexte, quelle est l'ambiance actuelle? L'ambiance est telle qu'elle est déjà, et nous tous nous savons que c'est pas évident
déjà dans ce contexte où tout le monde marche avec la peur au ventre, puisque nous n'avons plus une sécurité garantie dans la mesure où on est chez soi et on se fait agresser. Et pour ce qui va arriver, ça moi je vais le dire, le Cameroun n'est pas comme les autres nations. C'est une nation qui est là, mais le Cameroun a plus que la population et non un peu. Parce que ailleurs, c'est le peuple qui décide. Mais ici, ce n'est pas le peuple qui décide. Comment ça? Le Cameroun n'a... Oui, parce que ce n'est pas le peuple qui décide. Si le peuple décidait, c'est qu'on aurait dû avoir des changements de pur ou bien avoir tout ce qu'on t'a dit. C'est le peuple qui allait décider que telle ou telle chose. Mais il y a toujours eu élection. Oui, il y a toujours une élection, mais c'est pas la population, c'est pas le peuple qui vote, c'est la population qui vote. Très important ce qu'il dit là. C'est la population qui vote, ok. C'est la population qui vote, ce n'est pas le peuple qui vote. Parce que si le peuple votait vraiment, c'est que le peuple, t'a dit, on allait respecter la voix du peuple. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Alors, pour moi, tout ce qu'on fait là, parce que ils ont peur, c'est-à-dire la population a peur, alors il n'y aura rien. Même les soulèvements qu'on dit à gauche et à droite là, c'est la population qui décide et la population ne va pas sortir. Or, s'il était le peuple qui décidait, le peuple pouvait sortir pour dire bon, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. À ce niveau, tout ce que moi je sais, c'est que il n'y aura rien et on va toujours demeurer ainsi. Voilà ce que moi je peux apporter comme une petite contribution. Ça c'est, je ne veux pas dire le pessimisme, mais je veux dire, ça c'est, il n'y aura rien en termes de changement, pas de changement comme les autres le veulent, c'est-à-dire de changement vert, oui. parce que c'est le changement vert qui est... Oui, pas de changement vrai. On veut un changement, mais pas de changement vrai à ce niveau. Je veux dire le changement vert. Oui, pas le changement vert, Il y aura un changement, mais pas un changement vert. Parce que nous tous nous attendons ça et nous savons que la couleur verte, c'est la couleur de la croissance, où tout le monde espère, à grandir, espérer que demain soit meilleur, penser à nos enfants, à l'avenir des arrières. Vous voyez, mais à ce niveau, moi, voilà ma contribution. Je dis que nous sommes tous d'accord que le Cameroun, nous sommes à la croisée des chemins. Et pour cela, il y en a qui tissent les ficelles que bon, voilà, ils manipulent tel. Et pour cela, comme ils ont manipulé les têtes, à savoir qu'ils ont envoyé les têtes et tout ça là, personne ne va se soulever pour dire que voilà, il y a ci ou bien il y a ça. Et je sais que le Cameroun sera ce Cameroun-là qui sera toujours le même que les autres, c'est-à-dire que les années antérieures. Merci. Alors, je vous pose à tous donc la question. On va sortir par là. Comment faire pour rendre le Cameroun vert sans instrumentalisation, sans ces guerres par procuration, sans autre? Quelle est la porte de sortie? Quelle est donc la solution? Commençons par Daniel Yangodjon à Douala. Cette question, quelle a fait la réponse, c'est un projet de société. Quel est donc le projet de société? Écoutez, monsieur le directeur, nous sommes un pays colonisé. Ah. Donc, pour avoir déjà la stabilité, non, n'est-ce pas? Pour avoir la stabilité, espérer faire ce type de bien, pour déjà être indépendant. Un pays colonisé ne peut pas. Vous comprenez? Un pays colonisé ne peut pas. C'est impossible. Même si vous n'êtes que 2 millions d'habitants, c'est très difficile. Il faut être indépendant. Lorsque vous n'avez pas de monnaie, lorsque vous avez ce que la France a appelé, avec la HITO et les douaniers et autres, les accords de coopération, lorsque vous avez de telles temporalités inconnues, lorsque vous avez de tels contrats, entre guillemets,
vous êtes condamné à la précarité. Et la précarité a un lot. La précarité a son contenu. C'est ça que nous vivons. Maintenant, à l'intérieur de cette précarité, il y a une mauvaise gestion de la précarité. Mais il y a déjà, vous êtes déjà en précarité fondamentale. Ok. En n'ayant pas de monnaie, en n'ayant pas de souveraineté, vous êtes déjà condamné à la précarité. Maintenant, on pouvait mieux gérer cette précarité. C'est donc cette précarité qu'on est en train de mal gérer. Avec ce que je viens de vous dire, ces compagnies qui ne marchent pas, ces dirigeants avec des évêques, des archevêques, je connais vos émissions, j'espère que vous n'allez pas, en tout cas bref, laissez-moi parler librement. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Lorsque vous avez donc des hommes, des dirigeants et tous ceux qui les accompagnent se font soigner des années entières à l'étranger, parce qu'eux ils vivent médicalement en Occident, c'est-à-dire que les autres vivent médicalement au Cameroun. Ça fait deux Cameroun, n'est-ce pas? Il y a un Cameroun qui se soigne ailleurs, et l'autre ainsi de suite. Lorsque vous avez donc cette situation, lorsque vous avez ce que je viens de vous dire, ce que je prends le cas, vous avez vu ce que vous avez dit, monsieur le journaliste, ce qu'on préfère faire à Ticolo, monsieur le journaliste, dans certains pays, il sera en prison depuis. Ce monsieur a commis un crime. Depuis un bout de temps, il a commis un crime. Monsieur Silungo a commis un crime. Et il continue. Dans la sérénité, dans la tranquillité totale. Je ne vous cite que ça. Je vous cite que ça, c'est que les crimes que les gens ont commis, je parle de crimes. Je ne parle même pas de fautes de gestion, d'erreurs de gestion comme ceux qui font que Kabel ne marche pas, que Kamsip n'existe pas, que chantier naval n'existe plus du tout. Je parle de nouvel transport qui est le mien. Donc, je prends des actes de crime qui laissent des traces et qui font que quelqu'un là, il attend seulement qu'on lui donne un fusil. Il le prend parce qu'il a un compte à régler. Et ça, ce sont des cas comme pour tout. En tout cas, comme Cyril Ngo, à Isenga, il va faire un point. Dans beaucoup d'autres cas, c'est à quel moment. Il y a donc des gens comme ça qui n'attendent que leur heure pour pouvoir se venger. Maintenant, là-dedans, je vous prends donc je prends bref, donc deux. Un, étant colonisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de monnaie, on a des accords de coopération qui nous plombent et dont on n'a pas la temporalité, on est condamné à la précarité. Maintenant, la mauvaise gestion de cette précarité continue, enfonce encore davantage le pays. Et ici, l'être humain est imprévisible. On peut simplement dire qu'avec son pareil tableau, il y a des mécontentements graves. Maintenant, jusqu'où ça va aller, ça, c'est l'imprévisibilité de l'espèce humaine. Merci à vous pour c'est sans langue, sans tabou ici là, c'est sans langue de bois. Richard Ndoye, je vous ai introduit tout à l'heure, vous êtes un écrivain, vous venez de commettre les enfants perdus. Est-ce que vous voulez nous dire que le Cameroun est perdu ou alors que actuellement il y a des solutions pratiques qui doivent être proposées? Déjà, lorsque vous voyez le titre de mon œuvre, à savoir En temps perdu, qui est écrit en gras et en lettres capitales, oui, c'est toute la société qui est perdue. Ah, toute la société? La société qui est perdue. Ok. C'est toute la société qui est perdue. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de redonner un peu de blason, c'est-à-dire encore à cette jeunesse-là qui espère. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans ce livre, je n'ai pas seulement fait que dénoncer, mais j'ai également aussi proposé des solutions. Vous voyez? Trouvons 3 ou 4 solutions ici maintenant. Oui, la première des solutions, c'est d'abord, c'est-à-dire la refonte de mentalité. Quand je parle de mentalité ici, oui, je parle de l'éducation formelle et informelle, à savoir l'éducation parentale et l'éducation sociétale. Oui. Vous voyez? Oui. Une fois qu'on a refait ça, parce que nous sommes toujours en train de calquer le système occidental qui est désuet depuis des années. Maintenant donc, après l'éducation, ces occidentaux, oui, même ces occidentaux qui
c'est-à-dire qui avaient leur système, sont passés à autre chose. Mais on continue toujours de s'agripper sur des choses, c'est-à-dire qui ne nous servent plus à rien. Alors, comment voudrons-nous que nous puissions espérer un lendemain meilleur? Si déjà, nous, c'est-à-dire nos cerveaux sont formatés, à savoir, on doit seulement penser à nous, on doit penser c'est-à-dire à demain, à penser à nos enfants de demain. Alors, ça ne peut pas marcher. Pour cela, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord faire, c'est-à-dire... La refonte de l'éducation. Oui, la refonte totale du système éducatif. Alors, après la refonte de l'éducation, la deuxième solution. La deuxième solution, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ah, the right man at the right place. Oui, on ne peut pas prendre un médecin et on ne peut pas lui donner les armes. On dit, ok, voilà, toi tu es un médecin. Le médecin, c'est vous voyez. Les bistouris, seringues et autres. Oui, il ne saura pas manipuler les armes pour tuer l'ennemi qui est là. Ou alors on prend par exemple un militaire et puis on dit, bon, toi aujourd'hui tu es médecin. Mais nous sommes dans quel pays? C'est un désordre total. Hein? Nous voyons par exemple les nominations. On voit par exemple quelqu'un qui est enseignant, on le prend, on le nomme peut-être, il est dans un contrôle financier quelque part, qui ne connaît même pas ce que c'est que la comptabilité. Vous voyez? Ok. Alors, un désordre total. La troisième solution. Il faut mettre la troisième solution, c'est qu'il faut l'estime de soi. Ah. Il faut l'estime de soi. Parce que quand nous-mêmes, nous connaissons ce que nous valons, nous donnons le meilleur de nous. Et là, on nous respecte. Parce que là, nous ne nous respectons pas d'abord. Et les autres ne pourront pas nous respecter. Tout à fait. Merci. D'ailleurs, on l'a vu dernièrement. Je rappelle qu'avec votre ouvrage, on va le parcourir. Et certainement, on va vous recevoir dans le cadre des annonces de dédicaces sur ce plateau de JMS Afrique TV. Je rappelle ce que vous êtes en train de dire. En passant, je tiens à vous rappeler que la dédicace aura lieu le 29 de ce mois au Musée national. Ok, et je rappelle, là, ça, dans ce que vous venez de dire sur la troisième solution, on va revenir sur les autres solutions, que dernièrement, avec l'humiliation, la dernière humiliation avait en Guinée équatoriale, on a ressenti un peu partout au Cameroun et partout dans la diaspora, qu'il y avait cette perte de l'estime de soi là et que ça provoquait les humiliations et le manque de respect. Alors, Ben Jonas, pour vous, quelles sont les solutions au Cameroun? Parce que là, j'ai fait ce thème pour qu'on achève avec le Cameroun. Oui, merci, monsieur Hubert. Je vais revenir par exemple dans la suite du précédent. Oui. Pour dire que la première solution pour moi vient justement de la refonte du système judiciaire. Oui. L'indépendance de la justice en fait. Oui. Parce que lorsqu'on évoque les cas de malversation où les acteurs ne sont pas punis ou du moins s'il y a de l'impunité qui prime, c'est que le système judiciaire se trouve dans des carcans qui ne lui permettent pas de se mouvoir librement. Tout à fait. Donc il faut dépolitiser le pouvoir judiciaire pour le rendre plus judiciaire et pour le rendre plus civil afin que la justice soit rendue au nom du peuple et au nom des individus. Donc il y a la réforme du système judiciaire premièrement, parce que là, dans les sociétés où la justice est garantie, les uns et les autres se sentent moins frustrés parce qu'ils se disent en cas de conflit, ils pourront avoir gain de cause devant les juridictions compétentes. Donc, il y a déjà la garantie de pouvoir trouver réparation du préjudice subi. Maintenant, la seconde solution vient justement de ce que le cher René a évoqué, l'indépendance. Nous allons quitter l'indépendance qui était purement de procédure dans les années 60 pour rentrer dans l'indépendance pratique sur le plan financier et sur le plan justement de la planification du développement.
Oui. Parce que les grands projets encore au Cameroun et en Afrique centrale, en Afrique généralement, sont financés par les bailleurs, par des institutions financières internationales qui nous disent quel projet mener, à quelle période et comment justement procéder, qui doit bénéficier de l'attribution de ce projet, ainsi de suite. Si nous rentrons dans cette dynamique-là, nous allons nous rendre compte que nos grands projets ne vont pas employer le maximum des populations ou des individus qui déjà ont la compétence, ont les compétences et les qualités, mais ne pourront pas justement être recrutés dans ce projet-là parce qu'il y a des clauses justement liées aux prêts et aux accords et autres qui ne permettent pas justement aux acteurs sur le plan national d'avoir la même mise par exemple sur le recrutement ou encore sur le traitement salarial qui n'est pas souvent vraiment, qui est souvent deux mondes différents entre les expatriés et les locaux. Tout à fait. Il y a cette indépendance-là. Et maintenant, sur le plan, je rejoins le cher René sur la refonte du système éducatif. Vous ne pouvez pas avoir besoin dans une société des médecins et créer des écoles où on forme les mécaniciens. C'est un sérieux paradoxe. Hein? C'est l'État qui fabrique le type d'individu qu'il veut dans sa société et pour quelle fin. Alors il y a une question qu'on revoit nos programmes sur le plan de l'éducation afin que ce qui est enseigné puisse permettre aux uns et aux autres de rentrer dans la société et d'être utiles au lieu d'être utilisés. Merci. Merci à vous, Ben Jonas qui est revenu, vous étiez souffrant. Peut-être la dernière solution pour moi, et c'est l'entrée majeure, j'ai préféré garder le plat de résistance pour la fin. Tout à fait. La solution, elle est médiatique. Ah! La bonne information aujourd'hui constitue l'élément d'ordre. Capital. Oui. Capital. Aucune décision ne peut être prise sans la bonne information. Oui. Et nous devons avoir la maîtrise de la bonne information. Nous devons être à la source de la bonne information. C'est pour cela qu'il faut dire un grand bravo justement à notre PDG pour l'initiative et tout ce qu'on fait ensemble depuis un bon bout de temps. Donc les médias ont une grande responsabilité dans la restructuration, dans l'équilibre des jeux de pouvoir, dans l'équilibre des jeux économiques, dans l'équilibre des jeux sociétaux pour que le Cameroun soit sur le cap justement de cette carte verte que nous tous on désire. Alors, carte verte, on l'a déjà sorti aujourd'hui, hein, vous voyez, on est parti des guerres en Afrique pour arriver au Cameroun, on est sorti cette carte verte qu'on va abondamment interroger ces jours-ci, avec des débats en opposition, hein, mais opposition scientifique, structurée et responsable comme ce soit. Calvin Duary, alors, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans la diaspora, mais je vous le dis clairement, vous avez deux types de diaspora là-bas. Il y a une diaspora de la casse, ça, vous n'allez pas me le démentir. Il y a une diaspora responsable. Comment construire la carte verte aujourd'hui? Quelles sont les propositions? Oui, merci. Je voulais d'abord, pour ne pas oublier, s'il te plaît, remercier le frère Yango, parce que j'ai oublié tout à l'heure lorsque vraiment il a évoqué l'histoire de Ngila. Voilà, Ngila, oui. Voilà, qu'un des grands-parents de mon peuple, les Babouté, franchement, j'étais très ému parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est pourquoi c'est bien vraiment les discussions contradictoires. Ça permet vraiment que. J'étais en train de noter, j'ai pris des notes là pour faire un article là-dessus. Rien qu'avec ce petit flamand qu'il a dit, vraiment, je remercie beaucoup le grand frère. Oui, oui. Bon, maintenant, au niveau de la diaspora, vous savez que la diaspora, n'est-ce pas, constitue un poumon, n'est-ce pas, pour notre pays. Ce sont les enfants du pays, comme on dit. Bon, il faut tout simplement, je peux dire, la diaspora à elle seule peut relever les défis. Calvin. Les défis. Calvin, excusez-moi, parce que je voudrais d'abord qu'on entre, excusez-moi vraiment, qu'on entre dans. Vous avez deux diasporas. Il y a une diaspora de la casse. C'est vrai ou c'est faux? Évidemment. Évidemment. Bon. Oui, je voulais. Oui, posez votre question. Il y a une diaspora de la casse, peut-être qui est bien intentionnée, mais qui use de la casse, où on entend des mots tels, on va exterminer les tels, on va exterminer les ceci, on va faire ceci. Bon, alors, et il y a une autre diaspora qui est responsable. Vous-même, vous voyez les oppositions, tous ces derniers temps, vous les connaissez. Comment construire la carte verte avec ces deux types de diaspora? Quelles sont les propositions? Bon, vous savez,
c'est ça que je voulais dire, que la diaspora, normalement, en ce qui concerne les 2 points d'attraction qu'on venait de dire, ce sont d'abord les enfants du pays. Oui. C'est-à-dire, on ne va pas prendre un, on rejette l'autre. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il faut créer tout simplement un moyen de dialogue, une passerelle pour relier, parce que ce sont tous les enfants du Cameroun. Bon, maintenant, c'est lorsque l'un ou l'autre s'élève, c'est un éveil de conscience, et ce sont aussi, la diaspora a été toujours le levier de la révolution depuis les années 55. Parce que c'est lorsque, ou des les années 60, ils ont commencé par des écrits, on a eu des écrits très engagés, et en se levant ici, ils faisaient prendre conscience ceux qui sont restés dans le terroir. Donc la diaspora se veut responsable d'une manière ou d'une autre, parce que dans tous les 2 points, vous retrouverez toujours des intellectuels bien aguerris. Ils savent ce qu'ils font, voilà. Bon, maintenant, s'il faut parler par exemple de ceux qui s'élèvent contre ou bien qui cassent, il faut poser une question. Pourquoi cela cassait? Oui. Voilà. Bon, vous répondez? Non, ce qu'on me dit, quand on casse, il faut savoir quand il faut arrêter. Oui, parce qu'il faut savoir quand il faut arrêter les révolutions et ne plus faire peut-être du clientélisme. Il faut que les révolutions soient des révolutions justes. Bon, la diaspora, il y a cette diaspora-là qui casse, qui crée les désordres, qui sont, je peux dire, ennemis de tous les systèmes, iconoclastes, désordonnés, voyous, etc. Et ils sont là, ils sont prêts, ils ne veulent même pas de négociations avec eux. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est obligé de jouer au même radicalisme. Bon, maintenant, pour ceux qui sont la diaspora, qui se veut responsable, qui participent à la construction du pays, ils sont nombreux et qui veulent toujours, ils veulent qu'il y ait la paix dans le pays, parce que la diaspora, elle seule, peut relever les défis. Il suffit seulement qu'on facilite la tâche pour que la diaspora ici, au moins 1 million dans toute la diaspora confondue, ils viennent créer des sociétés. Alors faciliter concrètement, faciliter ça veut dire quoi? Faciliter quoi exactement? Faciliter au niveau de l'administration, qui n'ait pas à faire de longs chemins de corruption pour pouvoir chercher des documents pour s'investir. Il faut faciliter je vais vous dire, monsieur Hubert. Allez-y. Je connais beaucoup de gens qui sont venus investir des milliards et qu'on leur a demandé 20% de leur fonds, et ils sont repartis. Ils sont partis dans les pays voisins, et ainsi de suite. Donc il faut ce genre de choses-là n'existe pas. Voilà. Le problème du Cameroun, pourquoi? Parce que les Camerounais sont fiers de... Pourquoi je vais vous dire? Parce qu'ils savent que les solutions sont là. Et qu'il faut tout simplement qu'on essaye de déblayer pour que chacun vive bien. Parce que le Cameroun est le plus riche de l'Afrique centrale et peut-être même l'un des pays les plus riches de l'Afrique. Les Camerounais sont optimistes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur force est là, leur bien est là, leur source est là. C'est ça le problème. Bon, maintenant, vous dire que la diaspora, il y a la diaspora, qu'on disait tout à l'heure, deux pôles d'attraction de la diaspora. Je pourrais vous dire que ceux qui sont plus frustrés sont plus nombreux, parce que chacun de nous ici a été quelquefois déçu quand il est rentré au pays, soit pour investir, soit pour il a été désabusé, ainsi de suite. Voilà, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, je crois c'est l'écrivain, qui disait que nous étions, la société était, bon, il a dit, c'était l'écrivain, qu'est-ce qu'il avait dit là, c'est que la société était, moi je voulais un peu apporter une critique là-dessus, parce que on ne peut pas être à 100% négatif comme il a voulu dire. C'est-à-dire que c'était trop négatif ce qu'il avait dit. Que les enfants perdus, que le Cameroun est perdu et que c'est tout le monde qui est perdu. Oui, comme non, on ne peut pas être perdu à 100%. Il y a des jeunes qui sont éveillés et très engagés, contrairement à l'image d'un peuple passif ou résigné. Il y a une partie importante de la jeunesse camerounaise ou des Camerounais qui prennent conscience de leur responsabilité sociale et politique.
et qui s'informent, qui utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer, pour critiquer les abus, qui créent des projets d'entrepreneuriat, des citoyennetés et qui militent pour des causes sociales. Cette jeunesse il y a des jeunes, jeunesse qui est éduquée, qui est bien connectée, et qui refuse même de suivre les anciens modèles corrompus et cherche à construire une société juste. Donc, et qui sont dynamiques. Donc, malgré les pressions et parfois la répression, il y a une société civile camerounaise qui est vivante et combative. Donc, on ne peut pas être à 100%, comme il voulait dire, là, non, c'était trop négatif. Il faut... bon, j'ai fait une étude critique de ce qu'il a pensé. Et ben, c'est pas dit que... Quand il dit, par exemple, la réforme de l'éducation, je suis très d'accord avec lui. Ça, pour le système éducatif, franchement, il faut refonder l'éducation. Mais cependant, il faut toujours voir que lui, il est un brillant écrivain, un brillant intellectuel, que ceci sort de ce système éducatif-là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif à tirer. Merci. Donc, voilà, on va répondre. Merci. On va certainement boucler en fait ces deux écrivains. Je rappelle, ils viennent de nous l'annoncer, sa dédicace. Les enfants perdus aura lieu au Musée National, c'est le 29 mai prochain, mais avant on pourra faire une communication sur cela. C'est sa position, ce sont ses réflexions. Il n'a pas seulement dit qu'il y a cette perte-là, il a donné des solutions. Peut-être certainement, il y a des exceptions, il n'y a pas de règle sans exception. Merci. Merci à vous. On va aller vers le Cameroun, vous savez qu'on prépare la fête de l'unité. Donc demain soir, on va essayer d'orienter le thème dans la capacité, les capacités, les vertus, les richesses, les atouts qui peuvent donc permettre d'élever ou de construire ce Cameroun vert. Merci à vous, Calvin Duary depuis Paris. Merci à Ben Jonas, c'est au Cameroun, à Yaoundé. Merci à vous, Richard Doyer. Je rappelle que Ben Jonas est doctorant, il est sociopolitique. Et Richard Doyer, c'est un écrivain, il vient de connaître les enfants perdus. C'est d'ailleurs un féru dans la communication, comme l'a dit Ben Jonas tout à l'heure, que les médias ont un rôle central à jouer. Et il a d'ailleurs remercié le président directeur général pour cette modeste production, en fait, cette proposition médiatique qui est déjà en train de monter. Merci à vous, donc, Richard Doyer. Merci à vous, Daniel Yangoudjon, à Douala au Cameroun, très remonté contre Cyrus Ngor, le préfet Mboutou, par rapport à ce qu'ils ont commis dans cette capitale économique qui a engendré beaucoup de choses, naturellement, que ce soit dans la capitale économique ou le littoral. Merci à vous d'avoir dit que le Cameroun en réalité ne connaîtra pas ce qu'on entend dire ailleurs, mais qu'il y a beaucoup à faire, il y a des refontes, il y a des réformes, il y a beaucoup de choses à corriger pour arriver à un Cameroun vert. On va réfléchir sur ce Cameroun vert demain. Madame, vous qui nous avez suivis, bien de choses au président directeur général et naturellement aussi à Georges Brandon qui était là pour les manettes au niveau de la technique. Madame, salut, monsieur, bonsoir. À demain pour une autre édition d'Afrique Soir qui commence à 19h. C'est à 19h avec l'invité d'Afrique Soir et naturellement le flash après les annonces et les informations sur les annonces. Envoyez-nous-les sur Afrique Soir. Madame, salut, monsieur, bonsoir.